Afrique des libertés, je vous salue. Nouvelle du monde pour l'Afrique des libertés en ce lundi 10 juillet 2023. Soyez bénis. Je vous salue à travers le continent natal de l'homme. Diasporas africaines d'Amérique, d'Europe, d'Asie et des îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, je vous salue. Après 3 jours de ressourcement, je suis de retour dans cet oratoire pour faire avec vous le panorama de l'actualité politique mondiale du point de vue de l'Afrique des libertés. Soyez bénis. Mbolo Mbote. Aniche. Bibara Alaïta. Annonina. Jamna. Inakawana. Jambo Bana. Yega bebo basona. Maumba bule. On envoie. Mbolombote. C'est mon ami et doyen personnel, Djalali Long, qui chante Mpodol en la mémoire de Ruben Oumniobe, héros panafricaniste du Cameroun, assassiné le 13 septembre 1958 par l'armée coloniale française et ses supplétifs africains. In memoriam, Mpodol. Amis européens, amis américains, amis asiatiques de l'Afrique des libertés, je vous salue. En ce début de semaine, nous allons balayer l'actualité mondiale du point de vue panafricain, en parlant notamment du dernier sommet de la CEDEAO à Bissau, en parlant de neutralité, plusieurs événements récents de première importance. Le sommet des BRICS qui s'annonce au mois d'août à Johannesburg. Le sommet de l'OTAN en Lituanie. Bref, les grands événements qui marquent aujourd'hui le monde. La 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 la. J'espère que vous allez bien et que sur tous les fronts de la lutte d'émancipation du peuple africain, vous êtes debout. Debout dans le continent, debout dans les diasporas, debout à travers le monde. Debout en conscience, debout en esprit, debout par toutes les forces possibles du corps. Merci à toi, Djalali Long, pour cette mise en appétit musical qui est essentielle dans nos émissions, car nous savons que la musique est le langage profond
des émotions les plus subtiles. Et on l'appelle tantôt la langue des dieux, tantôt la production de sons qui plaisent à l'âme. Elle est au cœur de nos vies pour nous maintenir en contact avec la beauté du monde, même quand les choses sont tristes. Importance et sacralité de la musique, mais bien sûr d'une musique choisie, d'une musique comprise, d'une musique bien assumée. Je vous propose, en ce lundi 10 juillet 2023, un regard général sur l'actualité du monde. Et nous allons nous focaliser en particulier sur 3 grands événements. L'événement récent africain de la réunion de la CEDEAO, l'événement qui s'annonce de la réunion des BRICS au mois d'août en Afrique du Sud, mais entre-temps, l'événement qui a lieu en Europe, à Vilnius en Lituanie, la réunion de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Au passage, nous reviendrons sur la fameuse question de Wagner, qui a été abordée dans l'actualité africaine ces derniers jours, d'une manière assez curieuse. Et nous allons indiquer les leçons qu'il faut tirer de cette histoire de Wagner, maintenant que l'histoire s'est accélérée. Si cette émission vous plaît, vous savez ce qu'il faut faire pour qu'elle ne soit pas uniquement votre plaisir, votre loisir et votre partage. Donnez-la dans tous les réseaux pour que vous soyez autant à la recevoir ici et maintenant qu'à la partager, ainsi de suite, selon ce que le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole ministre d'État du gouvernement malien, appelle la multiplication fractale des libertés. La multiplication fractale. Ce que j'ai appelé la distribution des pains spirituels de la liberté. C'est notre plus sacré devoir en tant qu'internaute citoyen, citoyenne, investi pour l'émancipation réelle de l'Afrique. Commençons sans plus tarder par le premier sujet de cette émission panoramique. Nous allons balayer l'actualité. La CEDEAO a tenu le 9 juillet 2023 à Bissau, en Guinée-Bissau, un sommet de sa conférence des chefs d'État, lequel sommet faisait suite à une conférence de ses ministres qui avait eu lieu le 5 juillet 2023 en préparation de la conférence des chefs d'État. Quels sont les résultats de la conférence des chefs d'État? Je vais vous faire la liste des résultats. Alors, le premier résultat, c'est qu'on peut vraiment, effectivement, féliciter le président Umaro Sissoco Embalo qui accueillait le sommet des chefs d'État parce qu'il a réussi à divertir parfaitement les chefs d'État en jouant à la musique avec un orchestre local. Donc, M. Embalo a atteint là son objectif le plus positif possible. Après une présidence catastrophique de la CEDEAO, marquée par l'humiliation de la sous-région, marquée par l'exacerbation des conflits, marquée par l'impuissance de la CEDEAO à offrir la moindre solution aux crises qui se sont multipliées dans la sous-région, le président sortant, Umaro Sissoco Embalo, aura au moins réussi une chose, c'est jouer de la musique devant ses pairs. Et ce n'est pas très mal, ce n'est pas très mauvais, le rythme qu'il a offert. Par contre, pour ce qui concerne ses grands devoirs de président sortant de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, il est incontestable qu'Umaro Sissoco Embalo a échoué et a humilié l'Afrique. D'abord, il a échoué. Parce que tous les conflits qui couvaient au moment où il prenait la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, ces conflits se sont aggravés. C'est sous la présidence d'Embalo que l'on a vu se durcir la relation entre certains pays africains victimes d'ostracisme en raison de coups d'État militaires qui avaient lieu en eux et des pays africains de la sous-région où il y avait eu des coups d'État constitutionnels
qui, eux, n'étaient pas menacés. C'est sous Embalo que la division de la CEDEAO a été perfectionnée. Oui, Embalo est le président qui a décrété que les seuls coups d'État qu'on doit condamner en Afrique de l'Ouest, ce sont les coups d'État des militaires qui ne sont pas soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Par contre, les seuls coups d'État qu'on doit autoriser en Afrique de l'Ouest, ce sont les coups d'État de dirigeants qui sont soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Ainsi, on voit d'un œil favorable le coup d'État constitutionnel, le troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, violation de l'article 55 qui lui interdisait, avec l'article 183, d'envisager un troisième mandat. Ça, il a été soutenu pour cela. La CEDEAO l'a soutenu. Les coups d'État civils, c'est la spécialité de la CEDEAO. On a soutenu la fraude politique constitutionnelle, la fraude électorale qui a porté Mohamed Bazoum au pouvoir. On a fermé les yeux sur le contentieux, la fraude électorale massive qui a porté Faure Gnassingbé au pouvoir au Togo. On a fermé les yeux sur la persécution et le massacre des populations sénégalaises depuis plusieurs années par Macky Sall, mordu par la tentation du troisième mandat anticonstitutionnel. Là-dessus, motus cousu. On a fermé les yeux sur les causes de la déstabilisation terroriste du Sahel et le rôle des puissances qui ont détruit la Libye et assassiné Kadhafi dans la catastrophe de l'Afrique. Là-dessus, la CEDEAO a fermé les yeux, fermé le nez, fermé la bouche, fermé les oreilles et même elle a insensibilisé sa peau. Oui, avec Embalo, le discrédit de la CEDEAO a été porté à son sommet. Le pire moment que l'Afrique de l'Ouest ait vécu, avec Embalo, président de la CEDEAO, c'est quand Embalo s'est basé sur les déclarations du secrétaire général de l'ONU pour tenter d'ostraciser le Mali lors de la crise des 49 mercenaires de Wagner. Les mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara, infiltrés au Mali pour préparer la chute du régime de transition qu'il avait annoncé dans sa conversation ébruitée avec l'ancien Premier ministre malien, comme vous le savez, Boubou Cissé. Alassane Ouattara avait annoncé ce qu'il faisait. Il avait dit qu'ils allaient tomber. Ils avaient dit que Assimi Goïta et ses compagnons ne tiendraient pas 1 ou 2 semaines. Boubou Cissé leur donnait 1 mois à tout prendre. Et dans ce cadre-là, le commando monté par Alassane Ouattara pour surveiller les choses depuis l'aéroport était en complément des autres commandos qui se préparaient à retourner comme une crêpe la situation politique à Bamako en faveur de la France-Afrique, en faveur du néocolonialisme, en faveur de l'impérialisme. Oui, on a bien vu avec Embalo la CEDEAO se discréditer lorsque, se basant sur les déclarations du secrétaire général de l'ONU, Guterres, qui lui-même était en pleine contradiction avec sa propre administration, qui avait reconnu que la MINUSMA n'avait jamais enregistré le contingent des 49 venus de Côte d'Ivoire, les 49 Gugus, les Nervis, les mercenaires de Ouattara, alors même que l'administration de l'ONU avait reconnu n'avoir jamais régulièrement enregistré les contingents de Ouattara Dramane, M. Guterres se permettait, vers le mois de septembre par là, de menacer le gouvernement malien de coups et blessures s'il n'exécutait pas l'injonction de libération sans délai, sans condition des 49 mercenaires. Et M. Embalo courait après la déclaration de M. Guterres pour dire « Guterres m'a dit ». Voilà par où M. Embalo contractait le surnom inoubliable du généralon de Bissau, alias Guterres m'a dit. Donc, Umaro Sissoko Embalo, qui a d'ailleurs passé toute cette présidence sans réussir à mettre une seule fois les pieds au Mali, et là encore, on peut dire que c'est l'une de ses décisions les plus intelligentes. Parce que, de toutes les façons, personne ne voulait le voir au Mali. Umaro Sissoko Embalo est l'incarnation de l'abjection politique ouest-africaine. Il a exercé de la manière la plus grossière possible le mandat de président de la CEDEAO.
même Alassane Dramane Ouattara, son mentor et le vassal en chef de la France-Afrique, ne s'était pas affiché de manière aussi ostentatoire dans le bêtisier de la diplomatie vassalisée. Donc, l'Afrique de l'Ouest vivait le sommet du 9 juillet 2023 comme un moment de soulagement. On ne verrait bientôt plus la tête et la gouaille, la tronche d'Embalo, pérorant, jactant, jacassant, se perdant, cafouillant les sujets hypersensibles d'Afrique de l'Ouest pour lesquels son incompétence est avérée. Mais l'autre chose importante à ce sommet, en dehors du fait qu'enfin Embalo allait laisser la direction de la CEDEAO, dont il avait perdu le guidon. Embalo, c'est littéralement un type qui tenait un volant, mais qui avait déjà été démonté de la voiture. La voiture CEDEAO a déjà fait son tonneau, elle est sortie de route depuis longtemps. Embalo tenait le guidon, mais le guidon n'était plus lié à la voiture. Donc maintenant, on a demandé à Embalo d'aller jouer, s'il le faut, s'il le veut, dans l'arrière-cour, avec son orchestre et le guidon, hein, le volant de la voiture, le volant perdu de la voiture, qu'il parte avec ça. Alors, maintenant, on s'attendait à autre chose. On s'attendait à autre chose parce que le grand investigateur ivoirien, Chris Yapi, avait réussi un grand coup le vendredi 7 juillet 2023. En effet, le vendredi 7 juillet 2023, grâce au réseau de Chris Yapi dans la présidence ivoirienne, Chris Yapi interceptait un document monumental. C'est un document qui était parti depuis le 5 juillet, sous l'inspiration d'Alassane Dramane Ouattara, et qui devait constituer le cadre d'inspiration des décisions de la conférence des chefs d'État du 9 juillet 2023. Le 5, Alassane Ouattara était en train de faire acheminer ce document quand Chris Yapi l'intercepta 2 jours plus tard. Avant que le document ne soit arrivé à la conférence des chefs d'État, Chris Yapi l'avait déjà saisi. Et Chris Yapi publiait ce document, un document scandaleux. Dans ce document, rédigé par la conférence des ministres qui préparait la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, on découvrait que la CEDEAO avait ni plus ni moins l'intention de changer de nom à la MINUSMA pour en faire une force d'interposition de la CEDEAO qui resterait sur le sol du Mali. Oui, c'est ce que le document révélait. Les plans de la CEDEAO de transformer la MINUSMA en force d'interposition, de telle façon qu'il ne soit même plus nécessaire que la MINUSMA se retire, au motif que Wagner étant en difficulté, un vide risquait de se créer, au motif que le retrait de la MINUSMA laisserait le Mali dans l'incapacité de se défendre lui-même. Ils avaient carrément prévu, et ils l'ont écrit noir sur blanc, et nous l'avons lu grâce à Chris Yapi, ils avaient prévu de décréter, soi-disant que les troupes de la MINUSMA qui appartiennent aux États de la CEDEAO seraient immédiatement proclamées force d'interposition de la CEDEAO pour s'interposer entre les sécessionnistes terroristes, les groupes armés terroristes, les sécessionnistes du soi-disant Azawad, d'Al-Qaïda et de l'État islamique, et l'armée républicaine, l'armée gouvernementale, l'armée légitime et légale du Mali, les FAMA. Donc, en fait, l'essentiel de la réunion qui devait se tenir le dimanche 9 juillet 2023 a été révélé le 7 juillet, 2 jours plus tôt, par le grand investigateur ivoirien Chris Yapi. À partir du moment où on connaissait leur plan, les chefs d'État membres de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO étaient à nu. Et la réunion de dimanche était littéralement vidée de son contenu. La réunion de dimanche était vidée de son contenu. Car un complot connu est un complot perdu. Un complot révélé est un complot déchiqueté. Comment allait-il donc, le dimanche 9 juillet, se tenir à la face du monde
et confirmer le document officiel que Chris Yapi avait réussi à dégoter des mains tremblantes d'Alassane Dramane Ouattara. Comment allait-il donc réussir à répéter cela sans paraître pour les dirigeants les plus bêtes de la Terre? Mes chers amis, je dois vous informer que parce que Chris Yapi a réussi à faire sortir leur plan, la réunion du 9 juillet 2023 à Bissau s'est complètement vidée de son contenu. Ils n'ont pas pu débattre au fond. Ils n'ont pas pu débattre au fond parce que l'Afrique tout entière savait déjà ce qu'ils veulent faire. Sur ce point particulier, ils ont convenu de se donner 90 jours de réflexion supplémentaires. Je recommence. Sur ce point particulier, à savoir leur projet de créer une force qui aurait le droit de s'attaquer au pays où il y a des coups d'État, ou une force qui aurait le droit de s'interposer dans des conflits dans les pays de la sous-région, ils ont décidé de se donner 90 jours de réflexion supplémentaire. Autant vous dire que quand le 5, ils avaient déjà sur la table les propositions rédigées par leur ministre, ou plutôt leur ministron, et que le 9, ils se donnent encore 90 jours, c'est un aveu de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui consiste à reconnaître que, en fait, le 5 juillet, ce qu'ils ont écrit là, c'était des sottises, c'était bête, ils n'avaient pas assez réfléchi. Les ministres qui ont rédigé les propositions là, la commission qui a rédigé les propositions de la note stratégique du 5 juillet, révélée par Chris Yapi le 7 juillet, n'ont donc pas assez réfléchi. Voilà pourquoi on leur donne encore 90 jours, c'est-à-dire 3 mois pour réfléchir. Pourtant, ce qu'ils avaient rédigé le 5 juillet et qu'ils voulaient appliquer le 9 juillet, ils l'ont préparé depuis plusieurs mois. Plus de 90 jours. Alors on peut poser la question. Qui ne peut pas le plus peut-il le moins? Voilà des gens qui depuis 1 an préparaient le coup. Ils se préparaient à transformer la MINUSMA en force de la CEDEAO. Ça, ce n'est pas quelque chose qui a été pensé en 3 jours. Non, ça fait plus d'1 an qu'ils sont dans ce calcul. D'ailleurs, Umaro Sissoko Embalo a plusieurs fois parlé de la fameuse force d'interposition, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il a parlé de la force anti-putsch quand il recevait un hôte qu'il a amené à se déshabiller devant son peuple à Bissau? Vous ne vous souvenez pas? Le jour où il faisait son show à Bissau, là, et qu'on l'a amené à se déshabiller pour ressembler à celui pourtant qui était son invité. N'a-t-il pas dit qu'il allait mettre en place une force anti-putsch? La notion de force anti-putsch, est-ce que c'est une notion récente? Non. Pourtant, c'est cette notion qui était au cœur de la note du 5 juillet 2023 et qui devait être mise en œuvre par les décisions des chefs d'État le 9 juillet 2023. D'où vient-il que le 9 juillet, soudain, ils se rendent compte qu'il faut réfléchir pendant 3 mois encore? Il s'agit d'une manière polie de reconnaître que leur plan a échoué, d'enterrer leur plan et de commencer à préparer un autre plan. Et nous allons donc précisément parler de l'autre plan qu'ils ont en tête. Et ça, c'est le 3e point de mon observation sur le sommet de la CEDEAO le 9 juillet 2023. Vous avez écouté les 3 points. Premier point positif, Embalo a joué à la guitare avec son orchestre devant ses hôtes. C'était pas mal. Et puis tout le monde était content qu'il cesse d'être président de la CEDEAO parce que c'est à cause de lui que la CEDEAO a perdu le volant de sa voiture. La CEDEAO a fait des tonneaux, elle est dans un ravin. Embalo a un volant d'une voiture qui est déjà dans le ravin. Lui, il est resté avec le volant, au bord du ravin. Donc, tous les chefs d'État, même ceux qui l'aiment bien, étaient contents qu'il dégage. Et les peuples africains sont heureux que ce troubadour-là, qui s'est contenté de répéter les formules de M. Guterres, vraiment qu'il aille jouer à la guitare s'il veut. Parce qu'apparemment, c'est l'une des rares choses qu'il peut faire et qui peut plaire à tous les Africains. D'accord? Ça, c'était le premier point. Embalo dégage. Il est remplacé par le président nigérian Bola Tinubu. Bon. Deuxième point. La réunion n'avait pas de contenu. C'était une réunion vide. Elle a été vidée par le grand stratège de la communication, Chris Yapi. Chris Yapi est entré dans les archives de Ouattara et a réussi à dégoter le contenu des décisions qu'il voulait prendre le dimanche. Chris Yapi a tout sorti. Dès lors qu'il a tout sorti, le 7 juillet, c'était la honte totale. Si les dirigeants ouest-africains de la CEDEAO qui se sont réunis le dimanche 9, c'était basé sur le document
que leurs ministres leur ont élaboré le 5. Si c'était basé là-dessus, ils seraient tombés dans le piège du monde entier parce que toute l'Afrique savait leurs intentions. Et leurs intentions avaient déjà été dénoncées, déconstruites. Elles avaient été déjà mises hors d'état de nuire. Les dispositions avaient déjà été prises. Et elles sont prises pour les attendre. Et le Mali, quant à lui, a déjà mis en place le calendrier de retrait sans délai des forces, des contingents de la MINUSMA. L'ordre de départ même est déjà fixé. Et il n'y a pas un qui va manquer à l'appel. Le Mali sera là avec le cahier d'appel. On t'appelle, on dit monte. Il faut monter, il faut décoller. Toi, viens, monte, monter, décoller. Toi, viens, monte, monter, décoller. Au revoir. Toi, viens, monte, monter, décoller. La réunion de préparation de ce plan a déjà eu lieu entre le chef de la diplomatie malienne et le représentant du secrétariat général de l'ONU, chef de la MINUSMA, El Gassim Wan. L'ambassadeur Abdoulaye Diop a déjà, en entente avec tous les ministères concernés, fixé les conditions de mise en œuvre du retrait. Et ce sera appliqué. Et ce sera appliqué plus vite même que prévu. Ils seront partis avant le 31. Ils seront tous partis avant le 31 décembre 2023. Le Mali ne s'amuse pas avec ça. Le gouvernement malien est un gouvernement sérieux et compétent, qui plus est déterminé et amoureux de son peuple. Donc, le complot étant découvert, la réunion du 9 n'avait plus d'objet. Et du coup, les dirigeants inféodés, accroupis, agenouillés de la CEDEAO étaient obligés d'imaginer un plan B. Quel est donc leur plan B? Leur plan B, c'est le troisième point dont je vais vous parler. Le président nigérian Tinubu, qui vient d'être porté par ses pairs, PAIRS, à la tête de la CEDEAO, a tenu un discours très ambigu qui révèle le nouveau plan. Il dit que lui, il va combattre les coups d'État pendant son mandat, qu'il sera intraitable avec les coups d'État parce que lui, pendant son mandat, il va promouvoir la démocratie. Donc, quel est le nouveau voile, le nouveau masque que la CEDEAO va utiliser dans les prochains mois pour essayer de fragiliser les pays qui ne sont pas soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental? Quel est le manteau que la CEDEAO va utiliser? C'est le concept de démocratie. Écrivez ça. Je suis en train de vous dire ça aujourd'hui, on est le 10. Ils ont dit ça hier. Chaque fois que vous allez entendre parler la CEDEAO de démocratie, sachez qu'elle prépare un coup tordu contre un pays. Est-ce que c'est la première fois qu'on vous parle de démocratie pour attaquer un pays? Non. On a attaqué et détruit l'Irak au nom de la démocratie. On a attaqué et détruit l'Afghanistan au nom de la démocratie. On a attaqué et détruit la Serbie au nom de la démocratie. On a attaqué et détruit la Libye au nom de la démocratie. On a attaqué et détruit la Somalie au nom de la démocratie. Vous êtes habitués à ça, oui ou non? Vous êtes habitués, n'est-ce pas, aux agressions sous le motif de la démocratie. Voilà pourquoi le grand Nigérian, Fela Anikulapo Kuti, s'il avait été vivant, aurait simplement ressorti sa chanson. Et notamment la redéfinition du concept de démocratie en contexte africain néocolonisé. Fela disait que lorsque vous entendez un dictateur parler de démocratie, n'entendez pas démocratie, entendez démocratie. Démocratie. Et en anglais, ça donnait demon crazy, c'est-à-dire le pouvoir des démons fous. Ce qu'on appelle démocratie chez nous, là où les opposants sont en prison, en exil ou au cimetière, là où les peuples sont spoliés de leurs richesses par des élites corrompues, là où des multinationales étrangères détiennent des monopoles, alors que les peuples et les jeunesses se meurent de faim sur les routes de la faim et de l'exil. Ce qu'on appelle démocratie chez nous en Afrique, ce n'est pas ce que les Occidentaux entendent chez eux par démocratie. Cela correspond à ce que Fela a appelé démoncratie, le pouvoir des démons. Et parfois il disait demon crazy. Et là, ça veut dire le pouvoir de la folie. La folie démoniaque. La folie démoniaque au pouvoir. Parce que il n'y a que des dirigeants en folie qui peuvent piller les richesses de leur pays, les mettre dans des coffres forts, dans des banques étrangères où on va les leur arracher. Il n'y a que des dirigeants en folie qui peuvent appauvrir leur population
pour enrichir des multinationales étrangères. Il n'y a que les dirigeants en folie qui peuvent accepter de combattre le terrorisme contre les puissances qui ont permis l'installation du terrorisme à travers le massacre de Kadhafi et la destruction de la Libye. Il n'y a que des dirigeants en folie qui peuvent le faire. Donc, M. Tinubu, en arrivant à la tête de la CEDEAO, nous sort une chanson que nous connaissons. Il dit qu'au nom de la démocratie, lui, il va combattre les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Mais où était-il? Où était le grand Nigeria quand Alassane Dramane Ouattara violait la constitution ivoirienne et faisait un coup d'État constitutionnel? Où était le grand Nigeria quand Mohamed Bazoum et son mentor Issoufou, le vrai président du Niger, éliminaient toute la classe opposante du Niger, fraudaient aux élections et confisquaient l'État nigérien? Où était le Nigeria pour parler? Où était le Nigeria? Où était le Nigeria, le grand Nigeria, quand Macky Sall commençait à trucider ses concitoyens? Eh bien, au Sénégal, pour forcer le chemin du troisième mandat. Où était le Nigeria lorsque la crise... Où était le Nigeria lorsque la crise politique togolaise, avec les fraudes électorales successives, où est-ce qu'ils étaient lorsque cela est arrivé? Où étaient les Nigérians? Où était la haute diplomatie nigériane lorsque tout ceci arrivait? Donc voici des gens, lorsque les violations de la démocratie se déroulent autour d'eux, ils font le mort. Et après, quand ils viennent prendre la présidence de la CEDEAO, ils nous disent qu'ils vont combattre pour la démocratie. Ils vont combattre les coups d'État. Et ils précisent, lui, il va combattre les coups d'État militaires. Moi, je suis un technicien des mots et des concepts. Il n'y a pas que des coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Il y a les coups d'État constitutionnels. Et comme l'a aussi justement dit le président Laurent Gbagbo, les coups d'État militaires sont souvent la conséquence des coups d'État constitutionnels. Je recommence. Il n'y a pas que les coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il y a les coups d'État constitutionnels. C'est-à-dire que celui qui est au pouvoir modifie la Constitution, ensuite s'octroie la présidence à vie dans son pays par la fraude électorale et le tripatouillage de la loi. C'était un coup d'État constitutionnel. C'est ce que Ouattara a fait. C'est ce que Mahamadou Issoufou et Bazoum ont fait. C'est ce qui se fait au Togo. Ce sont des coups d'État constitutionnels qui ont permis que des dirigeants restent au pouvoir. C'est ce que Macky Sall est en train d'essayer de faire au Sénégal. Coup d'État constitutionnel. Tinubu, qui vient d'arriver à la tête de la CEDEAO, n'a pas le courage de parler de tous les coups d'État, c'est-à-dire des coups d'État constitutionnels qui provoquent les coups d'État militaires. Mais c'est parce que Alpha Condé, en Guinée, voulait s'éterniser qu'il a prêté le flanc au coup d'État militaire de Mamadi Doumbouya. C'est parce que Ibeka menait une politique incapable de faire reculer le terrorisme et de redonner sa puissance au Mali qu'un coup d'État militaire et une révolution populaire l'ont emporté. Partout où il y a eu des coups d'État militaires, au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État militaire, il y a eu des coups d'État militaires parce que Roch-Marc Christian Kaboré a échoué dans sa doctrine de lutte antiterroriste. Il a accepté, en sachant bien que c'était faux, de lutter contre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui l'ont rendu possible. Le Burkina patinait. Jamais le Burkina n'a été aussi efficace dans la lutte antiterroriste que depuis le mois de septembre 2022 que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé à sa tête. Pourquoi? Parce que Kaboré était là. Il n'osait pas changer la doctrine de lutte. Il n'osait pas changer ce qu'il fallait changer. Voilà pourquoi il est tombé. Car, en fait, par là, il a trahi son serment de protéger le peuple burkinabé et d'assumer les fonctions de chef suprême des armées avec efficacité. Kaboré, il a fait ça, il s'est fait renverser. Damiba est arrivé. Damiba, lui aussi, voulait faire du Kaboré en ayant renversé Kaboré, mais les militaires de son propre mouvement, le MPSR, l'ont déposé. Et ils ont changé de doctrine. Et tous les Burkinabés, tous les Africains s'accordent à dire, malgré les difficultés évidentes que rencontre toujours l'armée burkinabé, que rencontre toujours le gouvernement, que rencontre le peuple, que la lutte véritable contre les terroristes a véritablement commencé
avec le capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Faso. Il n'y a aucun doute. Donc, quand on veut comprendre d'où viennent les coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest, on ne se contente pas de condamner la conséquence en laissant la cause. Quelle est la cause des coups d'État militaires? Du Burkina, du Mali ou de la Guinée, mais c'est la nullité, c'est l'impéritie, c'est l'incompétence de ceux qui exerçaient le pouvoir. C'est leur incapacité à répondre aux aspirations du peuple. Donc, si Tinubu prétend vouloir combattre les coups d'État, il faut qu'il commence par combattre Alassane Dramane Ouattara qui usurpe la présidence de la République de Côte d'Ivoire, qu'il regarde comment Faure Gnassingbé a pris le pouvoir au Togo, qu'il regarde comment Mahamadou Issoufou et Bazoum ont manipulé les élections au Niger et la constitution et même le processus politique au Niger pour confisquer l'État. Il faut qu'il regarde ça avant de parler. Et voilà pourquoi la prise de parole de Tinubu trahit le plan B de la CEDEAO. La CEDEAO va recommencer à bavardouiller autour de la démocratie. Alors, pour conclure ce plan-là, sur ce point-là, je voudrais répondre à ce plan B. Nous, Africains, devons commencer d'abord par répondre intellectuellement à ceux qui veulent nous imposer la démocratie. D'abord, il faut leur dire que la démocratie n'est pas le mode de gouvernement universel à tous les êtres humains. Il n'y a pas de mode de gouvernement universel. Ça n'existe pas. Deuxièmement, il peut y avoir d'autres modes de gouvernement acceptables, raisonnables et même universalisables que la démocratie. Ça, c'est deux. Troisièmement, nous, Africains, nous respectons le fait que l'Occident considère la démocratie comme étant son paradigme politique. OK. Mais en Afrique, nous avons d'autres paradigmes politiques. Et pendant 4000 ans, nous avons eu le paradigme de la vérité-justice, de la mahatocratie. Donc nous aspirons à refonder nos institutions sur le paradigme de la conception de l'État traditionnel africain, un État qui pose la vérité et la justice comme les valeurs suprêmes. Ces valeurs étant supérieures aux simples critères du suffrage populaire et aux simples critères, en quelque sorte, du pouvoir personnel. Donc, il ne faut pas qu'on pense qu'on peut aujourd'hui, en 2023, faire chanter les Africains en utilisant le prétexte de la démocratie. Ça ne passe plus. Le prétexte de la démocratie et des droits de l'homme ne passe plus avec les Africains. Pour la démocratie, ça ne passe pas parce que ce n'est pas universel. Chaque civilisation doit élaborer sa conception de l'état de droit. Aucune ne doit imposer sa conception aux autres. Nous sommes engagés dans la dynamique du monde multipolaire. Deuxième élément important, mais ça ne passe pas parce que d'ailleurs, il n'y a pas deux démocraties occidentales qui soient une copie l'une de l'autre. Ça ne passe pas d'ailleurs parce que l'Occident lui-même a encore des régimes qui sont en très bonne partie des monarchies. La Belgique est une monarchie, soi-disant parlementaire. Vous notez quand même la contradiction. En vous souvenant que le roi de Belgique a pu se permettre de dire qu'il vendait le Congo, tout le Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Il vendait le Congo à son royaume, la Belgique. Allez comprendre ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est roi d'un pays, qui vend le pays des autres à son pays. Voilà les incongruités dont ils ont été capables. Ils n'ont même pas fini de les régler. La Hollande est encore un royaume. La Suède est encore un royaume. Le Danemark est encore un royaume. L'Espagne est encore un royaume. Mais écoutez, ils n'ont même pas fini de démocratiser totalement l'Occident. Qu'ils veulent faire chanter les Africains au nom de la démocratie. Il y a là une contradiction performative qui a éclaté et nous ne sommes plus sous le charme du mensonge qui endormit une partie de nos intelligences au début des années 90 avec le fameux discours de la bolle de M. Mitterrand. C'est plutôt Jacques Chirac qui avait eu raison de nous prévenir en disant « La démocratie est un luxe pour les Africains ». Oui, c'était un vernis de démocratie qu'on voulait mettre pour maquiller la continuelle domination de l'Afrique par la complicité des élites africaines corrompues et des élites occidentales voraces. De la même façon, le mythe des droits de l'homme, utilisé comme prétexte pour harceler les Africains, ça ne passe plus. D'abord parce que les Africains sont les hommes les plus anciens, et ensuite parce que les Africains ont les déclarations des droits humains les plus anciennes de l'humanité. Depuis la Maat, il y a 4000 ans, jusqu'à la charte du Manding en 1236, l'Afrique a l'habitude
L'Afrique a l'habitude des déclarations des droits humains. Les Africains n'ont pas attendu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France, donc la Révolution française, ou la déclaration de l'ONU, encore une organisation non démocratique, de 1948, pour concevoir que l'humanité est une condition universelle de notre espèce. Il y a déjà une pensée endogène du droit humain dans l'Afrique. Dans l'Afrique multiséculaire et multimillénaire. Donc, vous ne viendrez plus, en ce 21e siècle, impressionner les Africains en leur conditionnalisant vos prêts du FMI et de la Banque mondiale par les droits humains, en leur conditionnalisant votre soutien, je ne sais à quoi, au développement par la démocratie, parce que nous, Africains éveillés, Africaines éveillées, nous savons très bien que ni la démocratie ni les droits de l'homme ne sont une raison suffisante pour que vous nous imposiez le dictat de votre rationalité à vous. Il y a plusieurs rationalités politiques. Nous sommes pour la construction d'un monde multipolaire où les rationalités politiques vont se respecter mutuellement. Vous comprenez? Voilà. Donc, Tinubu est le porteur du plan B de la CEDEAO. Dans les prochains mois, ils vont commencer à nous parler matin, midi et soir de démocratie. Nous disons au président Tinubu, Mr. President, this will not work. If you use democracy, propaganda of democracy, like a kind of alibi to organize the punishment of those countries who are not under the submission of the NATO, of the Western powers, Mr. President Tinubu, you're going to fail. This will not work at all. Democracy or human rights cannot be used like an argument to force people and to destroy African sovereignty. You are taking the oath at the head of the ECOWAS now, Mr. President Tinubu, but you are using democracy propaganda in your first word, and this is very horrifying. So, may you know that African people are aware about the use of democracy and human rights like masks to attack them, to destroy their sovereignty. Dear President Tinubu, ECOWAS has completely failed in its mission, its goal of serving West African people. ECOWAS has failed in giving fair solutions to the West African problems. ECOWAS has been discredited, and it should be dismantled, for sure, because it is a useless international organization. Let me tell you straight the truth. What we think about ECOWAS is that ECOWAS is a failure, an error. ECOWAS is a nightmare for so many African people today. And we have a look on that organization of a kind of shame, a living shame. Bon, mes chers amis, voilà pour ce qui est de la CEDEAO. On connaît donc le résultat du sommet et on connaît le plan B. Sous couvert de démocratie, sous couvert de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, ils vont chercher à justifier des interventions, des ingérences dans les pays qui ne sont pas soumis à leur maître. Dans le cas d'espèce, ils vont tenter d'exploiter le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies du 25 juin 1945, oui. Ils vont tenter d'exploiter cette charte du 26 juin 1945 de San Francisco, si je ne m'abuse, au chapitre 7, et notamment les articles 39 à 51, ils vont tenter de les exploiter pour dire que le Mali, le Burkina constituent des sources de déstabilisation de la paix et de la sécurité mondiale et que la démocratie y est menacée, donc il faut qu'ils interviennent. Attention, il y a un élément important que vous devez noter, c'est que le Mali et le Burkina sont installés dans une géopolitique et une géostratégie mondiale extrêmement différente de celle dans laquelle vous avez trouvé la Somalie quand vous l'avez attaquée, la Libye quand vous l'avez attaquée et plusieurs pays du monde quand vous les avez pris par surprise. On peut dire que le Mali et le Burkina sont à peu près maintenant dans les dispositions géopolitiques de la Syrie au moment où vous l'avez attaqué. Quand vous avez attaqué Bachar el-Assad, lui et son allié avaient déjà préparé la réponse. Les pays africains qui s'émancipent savent très bien qu'ils doivent construire
des alliances géopolitiques puissantes sans lesquelles ils ne pourront pas se protéger contre la voracité et la punition des néocolonialistes et des impérialistes en furie, de perdre leur précaré, comme ils les appellent, de perdre leur position de privilège et même de monopole. Là où l'Afrique est à la recherche d'un partenariat gagnant-gagnant au profit de la lutte contre la pauvreté, contre l'appauvrissement, la lutte contre la violence arbitraire et la lutte contre le pouvoir de l'ignorance. 3 grands ennemis de l'Afrique aujourd'hui. Donc, on connaît le plan et nous attendons donc la propagande démocratique, la propagande de droits de l'homiste de la CEDEAO au Courbon. Nous l'attendons. Nous les attendons avec leur chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour tenter d'ostraciser et de justifier des ingérences brutales dans la vie de nos peuples. Nous les attendons parce que nous les avons vus depuis très loin. Nous les avons vus de loin. Alors, abordons le deuxième sujet de ce tour d'horizon de l'actualité. Vous êtes plus de 5000 personnes déjà. Vous êtes pratiquement plus de 5000 personnes au total. Plus de 2300 par ici, plus de 2500 par là. J'espère que vous êtes en train de donner à vos réseaux respectifs ce regard prospectif et critique sur l'actualité mondiale du point de vue de l'Afrique des libertés. Alors, mes chers amis, le deuxième sujet que j'aimerais aborder, c'est l'affaire Wagner en Afrique. Il y a quelque chose qui a évolué dans l'affaire Wagner, telle qu'elle a été présentée par les grandes puissances occidentales. Et je voudrais ici insister sur ce qui a changé dans l'affaire Wagner. D'abord, Wagner n'est pas un phénomène exceptionnel. Il existe des sociétés de mercenaires sur le territoire africain depuis plusieurs siècles. D'ailleurs, la colonisation a été faite par des mercenaires. Ce sont des compagnies de mercenaires qui ont réalisé la colonisation. Les armées des puissances coloniales se sont installées après. On connaît la dialectique des 3e. Ils envoyaient des missionnaires qui étaient en fait des espions, des mercenaires espions. Après les missionnaires, ils envoyaient des marchands qui étaient en fait aussi des marchands espions, donc des mercenaires. Et après, arrivaient les militaires accompagnés de supplétifs qu'ils recrutaient même en Afrique pour coloniser l'Afrique. J'espère que vous savez, par exemple, que le corps, le régiment célèbre des tirailleurs sénégalais qui a été créé en 1857, 56, 54, 55, 56, 57, sous Napoléon, c'était un régiment qui avait été créé au Sénégal pour recruter des Africains, lesquels devaient aider l'armée française à coloniser les Africains. J'espère que vous le savez. Quand le régiment des tirailleurs sénégalais a été créé, c'était pour accompagner l'armée coloniale française dans sa mission coloniale en Afrique. Donc c'était d'abord en réalité un régiment colonial. C'est important que vous le sachiez. Donc en fait, même quand les colons sont arrivés en Afrique, je prends ici le cas du colon français, ils ont recruté des mercenaires africains pour les aider à dominer les Africains. C'est important que vous le sachiez. Parce que cette histoire des tirailleurs africains, ils n'étaient pas que sénégalais, c'est important, ils étaient finalement originaires de toutes les colonies africaines de la France. Cette histoire des tirailleurs, elle a une partie sombre, elle a une partie lumineuse. La partie sombre, c'est qu'ils furent utilisés dans les campagnes coloniales françaises. La partie lumineuse, c'est qu'ils aidèrent à la libération de la France. Et ainsi prirent conscience de la nécessité, pour beaucoup d'entre eux du moins, de participer à la libération de l'Afrique en récompense de sa participation à la libération de la France. Donc si on devait écrire l'histoire des tirailleurs, il faudrait quand même l'écrire de manière dialectique. Il ne faut pas les idéaliser aveuglément. Parce qu'ils ont servi, les Africains recrutés dans les armées coloniales, ont servi d'abord en Afrique, à écraser les autres Africains. D'accord? Ensuite, ils ont aidé De Gaulle à libérer la France. Et enfin, une partie d'entre eux s'est révoltée contre le colonialisme français en demandant à être traités comme Africains en égalité avec leurs homologues français avec lesquels ils avaient combattu pour
mettre fin au nazisme et au fascisme. Vous voyez, c'est une histoire très complexe. Il serait très long ici de m'étendre dessus. Mais je voudrais simplement souligner que il y a des mercenaires en Afrique depuis très longtemps. Vous connaissez Bob Denard. Aujourd'hui, il y a des dizaines de sociétés de mercenaires américains, de mercenaires britanniques, de mercenaires français, de mercenaires italiens, de mercenaires belges. En fait, il n'y a pas une seule puissance occidentale, y compris ensuite maintenant les Asiatiques, la Chine notamment et la Russie, qui n'est pas de société de mercenaires. Toutes les puissances occidentales ont des sociétés de mercenaires et qui travaillent à tous les quatre coins du monde. Donc déjà, il ne faut pas que cette affaire Wagner soit une affaire spéciale. C'est une compagnie de mercenaires comme les autres, à la base. Mais il y a quelque chose de particulier qui m'amène à en parler aujourd'hui. C'est le fait que, à l'occasion de la crise, de la mutinerie, ou plutôt de la Machkirovka de Wagner, le 24 juin 2023 en Russie, le président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, a depuis lors clairement revendiqué Wagner comme étant la création de l'État russe. Il a même donné l'état des financements qui ont été versés par l'État russe pour que existe la compagnie militaire privée, la compagnie de mercenaires Wagner. Autrement dit, en fait, le président Poutine a dit que Wagner est en réalité une compagnie militaire qui est un complément des forces de l'armée russe. Il l'a légalisé. Il l'a reconnu comme étant une force légale. Et il a dit que c'était dans le cadre d'une tactique et d'une stratégie que cette reconnaissance n'avait pas été affichée depuis. Et cet événement-là a échappé à plusieurs analystes politiques qui n'ont pas compris le jus qu'il fallait tirer de cette décision. Mais si le président Poutine, président de la Russie, dit que Wagner, c'est lui-même qui est le financier, que c'est lui-même qui est le vrai patron, s'il dit que Prigojine était son employé et que Prigojine travaillait sous ses ordres, s'il se met à décrire les milliards qu'ils ont versés à Wagner, s'il dit que ce sont eux qui donnaient les armes, les munitions à Wagner, le lieu, et on a même vu que c'est eux qui ont déterminé l'endroit où Wagner doit se réinstaller. Alors, si tout cela, finalement, amène à constater que Wagner est bel et bien une compagnie militaire reconnue par l'État russe, que c'est même une compagnie militaire de l'État russe, qui travaille avec l'État russe, un peu comme Blackwater travaille avec l'État américain, et comme de nombreuses sociétés militaires privées travaillent avec les gouvernements français, britanniques. Il n'y a pas de gouvernement occidental qui ne travaille pas quelque part dans le monde avec une société militaire privée. Et ce sont ces SMP-là qu'on appelle en même temps les mercenaires. Il ne faut même pas que vous vous trompiez. SMP veut dire mercenaires. Des gens qui vendent des services militaires, bien souvent à des États. OK. Maintenant, je viens au point qui m'intéresse en tant qu'analyste politique africain. Mais qu'est-ce que le gouvernement centrafricain a dit depuis quand on l'accusait de passer des accords avec Wagner? Et le gouvernement centrafricain disait, moi je ne suis pas avec Wagner, je suis avec la Fédération de Russie. Qu'est-ce que le gouvernement malien a dit depuis? Quand on accusait le Mali, le Mali est en train de se mettre avec Wagner. Le Mali dit, je ne suis pas avec Wagner. J'ai passé des accords de coopération militaire avec la Fédération de Russie. Alors aujourd'hui, que la Fédération de Russie dit que Wagner, c'est elle-même. Que vaut l'accusation qui avait été formulée contre le Centrafrique? Accusation qui a été formulée contre le Mali. Accusation qui a été formulée contre le Burkina. Comme quoi, ils étaient hors la loi parce qu'ils coopéreraient avec Wagner. Cette accusation vole en fumée, puisque la Russie assume la paternité de Wagner. Est-ce qu'on peut encore accuser aujourd'hui le Mali de soi-disant coopérer avec Wagner? Le Mali n'a jamais coopéré avec Wagner. Le Mali a signé un accord de coopération et de défense avec la Russie. Alors si la Russie choisit du personnel primaire et du personnel secondaire dans le cadre de cet accord, ça c'est le problème de la Russie, ce n'est pas le problème des Maliens. Les Maliens ne cherchent pas à regarder dans les yeux de quelqu'un comme ça quand il est russe pour savoir, ah toi tu es plutôt Wagner. Non, non, non. Un russe est un russe pour les Maliens. Pour les Centrafricains, la question ne se pose pas non plus. Le Centrafrique a signé un accord de coopération et de défense avec la Russie. Maintenant, c'est la Russie qui fait la composition de son aide. Ce n'est pas le problème des Centrafricains. Mais de la même façon,
Blackwater est intervenu en Irak aux côtés de l'armée américaine, mais ce ne sont pas les Irakiens qui ont appelé Blackwater. C'est parce que Blackwater est une compagnie militaire américaine que Blackwater accompagne les États-Unis dans leurs opérations en Irak. Oui ou non? Donc, je voulais quand même, pour ainsi dire, boucler ce débat sur les histoires de Wagner. Quand j'ai dit ici par plusieurs fois que la question Wagner n'intéressait pas les Africains, les gens ne m'ont pas écouté. Aujourd'hui, vous comprenez que j'avais aussi raison. Cette question n'intéresse pas les Africains. Ce n'est pas le problème des Africains. Les Africains cherchent à avoir des partenaires pour s'émanciper contre le terrorisme, le néocolonialisme, l'impérialisme et les dictatures. Je recommence. Le problème Wagner n'intéresse pas du tout les Africains. Les Africains cherchent à se libérer du terrorisme, du néocolonialisme, de l'impérialisme et des dictatures pour pouvoir organiser leur continent de telle façon qu'ils puissent vivre de leurs richesses. C'est aussi simple pour les Africains. Donc, le Mali, là, ils ne connaissent pas Wagner. Hein. Maintenant, c'est le président Poutine lui-même qui a dit que Wagner, c'est lui. Que Wagner, c'est la Fédération de Russie. Il a même proclamé que Wagner, là, ce sont des héros en Russie. Ce n'est pas nous, les Africains, qui avons dit ça. Il ne faut pas venir manger notre piment dans votre bouche. Votre piment dans notre bouche. Comme on dit à Abidjan. Ce n'est pas nous qui disons ça. C'est le président de la Fédération de Russie. Alors, le Centrafrique a un accord de défense avec la Russie. Quand la Russie compose ses effectifs pour les envoyer en Centrafrique, ça, c'est le problème de la Russie. Les Centrafricains ne sont pas là pour dire celui-là, c'est un militaire de l'armée classique ou bien c'est un militaire de la SMP Wagner. Ce n'est pas le problème des Centrafricains. Les Centrafricains veulent qu'on ne les attaque plus dans leur village, qu'on ne les tue plus qu'à dos. Les Centrafricains veulent qu'on ne brûle plus leurs plantations. Les Centrafricains veulent qu'on les laisse vivre de leurs richesses réelles et faramineuses. C'est tout ce qu'ils veulent et ils se battent pour ça. Les Maliens, là, ils ne cherchent pas à savoir, ah, ce Russe-là, c'est plutôt un Russe Wagner ou bien c'est plutôt un Russe de l'armée classique. Pour les Maliens, Russe égale Russe. Et ils n'ont signé des accords qu'avec l'État russe. L'État russe fait sa composition, il fait la composition de ses forces, il fait la composition de sa coopération avec l'Afrique de manière souveraine. Ce n'est pas le Mali qui compose les troupes russes, c'est la Russie. Dans le cadre d'un accord avec les Maliens. Et aujourd'hui, avec le recul du temps, vous voyez que le président Touadéra, le président Assimi Goïta ou le président Ibrahim Traoré avaient raison. Ils ont raison. Et nous avons eu raison depuis de dire que nous, Africains, on n'est pas intéressés par ce problème de Wagner. J'ai dit comme le chef de Minta dans mon village, dans mon pays natal, le chef de Minta, à qui on tendait un seau noir pour combattre, soi-disant, le virus de la Covid-19. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Nous, Africains, le débat, vous savez, c'est Wagner, les Russes qui sont là, ils sont Wagner ou ils ne sont pas Wagner, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout. Et on s'en fout à raison, parce que toutes les autres puissances ont des armées qui travaillent avec des sociétés militaires privées. Et les Africains ne leur ont jamais fait de procès pour ça. Et on n'a jamais fait de procès à un pays africain qui a en son sol une armée laquelle travaille avec des compagnies militaires privées, c'est-à-dire des sociétés de mercenaires. Je donne souvent un exemple très simple. La plupart des ambassades occidentales en Afrique sont protégées par des sociétés militaires privées. Regardez seulement dans une ville comme Abidjan, le nombre de sociétés militaires privées qui protègent des ambassades. Mais j'espère que vous savez que société militaire privée, là, ça veut dire mercenaire. SMP, là, c'est un nom scientifique pour dire mercenaire. Société militaire privée. Il s'agit de l'expression scientifique pour déguiser le mot mercenaire. Donc, voilà des gens qui travaillent, eux, librement, avec des tas de sociétés de mercenaires, et personne ne leur en fait grief parce que finalement, une partie de la sécurité internationale est aujourd'hui privatisée. C'est un phénomène énorme à l'échelle internationale. Et ils viennent mettre la pression aux Africains à cause des histoires de Wagner, qui n'intéressent pas les Africains. Ça n'intéresse pas les Africains. Et voilà que le président Poutine a mis les deux pieds dans le plat. Il a littéralement mis fin au débat en disant, bon, très bien. De la même façon que Blackwater est une société de mercenaires
qui est tout à fait tranquille aux États-Unis. La France a des sociétés de mercenaires qui travaillent avec l'armée française sans problème. L'Italie, la Grande-Bretagne. Bon, de la même façon, nous aussi en Russie, on a notre société de militaires privés ou de mercenaires qui travaillent avec nous. Et c'est d'ailleurs nous qui l'avons créé. Voilà, terminé. Le débat est donc clos. Et je voulais, en tant qu'analyste politique, dire que les Africains avancés et véridiques avaient déjà fait cela. Les Africains avaient déjà dit, laissez-nous tranquilles. Vous avez tous des sociétés de mercenaires et on ne passe pas le temps à vous harceler pour ça. Dans tous les pays où vous avez votre armée, il y a des sociétés militaires privées qui travaillent avec vos armées. Les Africains ne passent pas leur temps à vous persécuter pour cela. Collez-nous la paix avec cette histoire de Wagner. Nous ne sommes pas en collaboration avec Wagner en Afrique. Dans les pays où il y a une coopération avec des Russes, c'est une coopération interétatique. Coopération Mali-Russie, Burkina-Russie et Centrafrique-Russie. Point barre. C'est ce que je voulais qu'on vérifie. D'accord? Et c'est le deuxième sujet de ce direct que je voulais traiter. Merci à toi, Ted, pour le don. On passe au troisième sujet. Vous êtes plus de 5000 personnes en direct de cette émission. Continuez à la donner dans vos réseaux. L'avant-dernier sujet. Le troisième sujet de cette émission panoramique, c'est le sommet de l'OTAN qui se tient en Lituanie. À Vilnius, en Lituanie, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord se réunit. On peut se demander pour nous, Africains, que signifie cette réunion? Bon, alors très clairement, il faut se rendre compte que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a cessé d'être une organisation qui travaille essentiellement sur l'Atlantique Nord. Le sigle qui désigne cette organisation ne correspond plus à sa réalité. À la base, l'OTAN devait essentiellement sécuriser la partie de la Terre qui est composée de l'Europe occidentale, des États-Unis, et de l'océan Atlantique, qui sépare l'Europe occidentale et les États-Unis, intégrant au passage la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Donc, à la base, OTAN, c'était une organisation pour sécuriser le grand bloc occidental, mais dans les limites géographiques de l'Atlantique Nord. Je rappelle que l'Atlantique Nord, c'est la partie supérieure de l'océan Atlantique, celle qui se situe entre le continent européen et le continent d'Amérique du Nord. Cette organisation a été créée pour sécuriser cette zone, considérée comme une zone propre à des États qui sont des alliés historiques. Les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne, etc., le Royaume-Uni constituent globalement cet ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis plusieurs années, l'OTAN quitte son environnement géographique initial, qui correspond à sa définition, et l'OTAN se mondialise. L'OTAN se transforme en une immense et tentaculaire puissance militaire planétaire. Voilà comment l'Australie, là-bas dans l'océan Indien, l'Australie est dans l'OTAN. Voilà comment Taïwan est sous les griffes de l'OTAN. La Corée du Sud est sous les griffes de l'OTAN. Le Japon sous les griffes de l'OTAN. Voilà comment maintenant, il y a même un commandement de l'Atlantique Sud à l'intérieur de l'OTAN. Alors que l'OTAN s'appelle Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ils ont créé un commandement de l'Atlantique Sud, c'est-à-dire ils ont affirmé l'ambition de contrôler l'océan qui se trouve entre l'Amérique latine et l'Afrique. Contrôler l'Amérique latine, contrôler l'Afrique, ils ont un commandement sur le continent africain. Et ils ont un bureau à l'intérieur de l'Union africaine,
un bureau à l'intérieur de la CEDEAO pour suivre de près eh bien, les décisions qui se prennent dans les organisations du continent. Donc, en fait, le phénomène qu'on peut observer, c'est aussi celui de l'élargissement de l'OTAN, de l'ouest de l'Europe vers l'est de l'Europe. Et la guerre à laquelle nous assistons, malheureusement, depuis maintenant bientôt un an, plus d'un an maintenant, depuis plus d'un an, puisque ça date de février 2022, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine est l'une des conséquences, comme l'a dit le pape François, c'est l'une des conséquences de l'élargissement continu de l'OTAN vers l'est de l'Europe. Donc, une fois que vous avez compris que l'OTAN a cessé d'être l'OTAN, pour vouloir être une organisation militaire planétaire, c'est-à-dire une OMP, organisation militaire planétaire. Une fois que vous avez compris cela, en tant qu'Africain, vous ne pouvez qu'être attentif aux décisions qu'ils prennent. Qu'est-ce qui va impacter les Africains dans les décisions de l'OTAN? Écoutez, les choses sont très simples. Si l'OTAN contrôle tout le bloc eurasiatique, c'est-à-dire si l'OTAN réussissait à contrôler la Russie, et donc ainsi à se retrouver nez à nez avec la Chine, mieux, si l'OTAN réussissait à dominer un jour la Chine, l'Afrique ne pourrait même pas envisager l'état d'émancipation dans lequel elle était en 1960. Je recommence. Si l'OTAN contrôle tout le bloc eurasiatique, c'est-à-dire réussit à vaincre la Russie et plus tard à vaincre la Chine, la puissance qu'elle va accumuler sur le continent eurasiatique sera telle que les Africains n'auront même pas des indépendances équivalentes à celles qu'ils ont eues dans les années 60. Et cela est connu. C'est un livre que j'évoque toujours, mais il faut souvent le montrer aux Africains. Les Africains doivent le lire, excusez-moi, je le prends juste. Il n'est pas loin ici dans le bureau. C'est ce qui est démontré. C'est ce qui est démontré. C'est ce qui est démontré dans ce livre. C'est le livre de Zbigniew Brzezinski intitulé The Grand Chessboard. Le sous-titre, c'est American Primacy and its Geostrategic Imperatives. L'hégémonie américaine et ses impératifs géostratégiques. Dans ce livre, Zbigniew Brzezinski, qui est l'un des plus grands géostratèges et géopolitologues américains, affirme clairement que celui qui contrôle le continent européen et le continent asiatique contrôle le monde. Donc l'enjeu, contrairement à ce que les Africains pensent, j'entends les Africains dire ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine ne nous concerne pas, c'est de la naïveté d'un point de vue géopolitique et géostratégique. Les Américains, leurs meilleurs théoriciens, ont démontré que le contrôle du bloc eurasiatique, c'est-à-dire le contrôle de l'espace européen et asiatique actuel, donne de facto à celui qui le détient la maîtrise de toute la planète. Celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Donc, en fait, une défaite massive de la Russie et de la Chine dans le duel avec l'OTAN entraînera la vassalisation naturelle et impitoyable de l'Afrique. Écrivez ça. Il s'agit là d'une équation géopolitique élémentaire qu'on doit enseigner aux Africains à partir du CM2. S'il y a une puissance qui domine toute l'Eurasie, nous, Africains, on est morts. Parce que l'accumulation de force que peut procurer la domination du bloc eurasiatique tout entier sera telle que l'Afrique ne sera pas capable d'envisager des solutions d'autonomie. Donc, dans quelles conditions l'autonomie de l'Afrique est-elle possible? Et là, il faut faire le contre-raisonnement. L'autonomie de l'Afrique est possible à condition que l'OTAN n'écrase pas la Russie, mais aussi que la Russie n'écrase pas l'OTAN. À condition que l'OTAN n'écrase pas la Chine, mais aussi que la Chine n'écrase pas l'OTAN. À condition que la Chine ne domine pas la Russie, mais que la Russie ne domine pas la Chine. Bref, en fait, le seul cas dans lequel nous avons des chances de construire une Afrique souveraine, c'est le monde multipolaire. Un monde dans lequel il y aura des cercles de puissance relativement comparables, empêchant à une seule puissance ou à un groupe de puissances de dominer tous les autres. C'est ça, le monde multipolaire. Le monde multipolaire, c'est en fait un monde qui, en privilégiant le respect
des grands blocs de souveraineté, des grands ensembles de souveraineté. J'essaie de vous expliquer le caractère vital de la multipolarité. La multipolarité du monde est vitale pour nous, Africains. Voilà pourquoi nous devons nous intéresser à ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis et en Chine. Nous devons nous intéresser à cela. Parce que notre liberté, contrairement à vos illusions, elle se joue aussi là-bas. Elle ne se joue pas que dans les luttes que nous menons sur le continent. Pour nous en sortir, non. Elle se joue aussi dans les équilibres du bloc eurasiatique. Si le bloc eurasiatique tombe sous l'emprise d'une seule puissance, inévitablement cette puissance nous écrasera. Et d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Si le bloc eurasiatique est sous le contrôle total de la puissance, eh bien, euro-américaine, elle va écraser les Africains. Si le bloc eurasiatique tout entier est sous le contrôle de la puissance russe, elle va écraser les Africains. Si le bloc eurasiatique tout entier est sous le contrôle de la puissance chinoise, elle va écraser les Africains. La seule hypothèse où l'Afrique puisse trouver un chemin vers sa souveraineté et sa respectabilité internationale, c'est l'hypothèse de la multipolarité. C'est-à-dire, il y a le bloc occidental, il y a le bloc russe, il y a le bloc chinois, il y a le bloc latino-américain, il y a le bloc, on va dire, peut-être de l'Asie-Pacifique Sud-Est, et il y a le bloc africain. Ce n'est que dans un monde multi-bloc comme cela que nous avons des chances d'exercer pleinement notre souveraineté, d'exercer pleinement notre dignité et notre respectabilité. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas se désintéresser de la géopolitique non africaine, car en fait, la géopolitique non africaine est connectée avec la géopolitique africaine. Du coup, en fait, on va être attentif aux décisions du sommet de Vilnius. On va voir si l'OTAN continue de vouloir se projeter davantage vers l'Est. Est-ce que l'OTAN va vouloir continuer à soutenir la guerre russo-ukrainienne ou elle va plutôt choisir de favoriser le dialogue? On va voir cela. On va voir comment vont évoluer les projets de l'OTAN dans l'Atlantique Sud, c'est-à-dire concernant les peuples africains et latino-américains. Ça, c'est très important de les suivre de très près. D'accord? Il faut suivre les décisions dans ces deux axes. Est-ce qu'ils continuent la logique de guerre vers l'Est? Ça veut dire qu'il va falloir absolument être attentif à voir comment le rapport de force se construit. Ce rapport de force étant déterminant. Est-ce qu'ils ont suffisamment d'énergie pour continuer à renforcer leur emprise partout où ils sont placés dans le sud du monde, c'est-à-dire en Afrique, en Amérique latine et dans les océans Atlantique Sud et l'océan Indien Sud? Est-ce qu'ils vont maintenir cela? Voilà ce qui nous intéresse. Donc, nous allons suivre la conférence de Vilnius de très près. Car les intérêts des Africains s'y jouent aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, il ne nous reste plus que le dernier sujet à évoquer. Le sommet des BRICS qui va venir répondre, littéralement comme un écho, le sommet des BRICS qui va répondre au sommet de l'OTAN. Alors, dernier point, un grand événement se prépare en Afrique du Sud au mois d'août, le sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a, il y a quelques heures, confirmé que le sommet se tiendra en face-to-face, en réunion physique. Quels sont les enjeux de ce sommet pour nous, Africains? Puisque cette émission est une lecture de la géopolitique d'un point de vue africain. Le premier enjeu de ce sommet, vous le savez, c'est un enjeu diplomatique et juridico-politique international. Tout le monde va voir. Si, lorsque le président Vladimirovich Poutine va arriver en Afrique du Sud, quelqu'un va l'arrêter pour l'amener à la Cour pénale internationale de La Haye. C'est un test décisif pour la CPI. La CPI a annoncé son intention. Le monde entier sera là pour voir. On va voir avec nos yeux. Donnez-moi mes lunettes pour que je vois bien
ce que je dis. Nous tous, nous allons voir avec nos yeux si Vladimir Poutine sera arrêté en Afrique du Sud et conduit manu militari à la CPI. S'il est conduit à la CPI, cela consacre l'hégémonie totale et le retour en hégémonie massive du bloc occidental. N'est-ce pas? Mais s'il n'est pas arrêté en Afrique du Sud, cela va confirmer le discrédit définitif. Cela va confirmer la vacuité de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale se sera infligée à elle-même un camouflet. Elle se sera auto-pulvérisée. Ça, c'est le premier enjeu du sommet. Arrêtera-t-on ou n'arrêtera-t-on pas Poutine? Si on arrête Poutine, bravo, l'Occident réaffirme sa suprématie et peut-être même que ça veut dire qu'il va gagner sa guerre contre la Russie. N'est-ce pas? Ok. Si on n'arrête pas Poutine, ça en est terminé de cette affaire de CPI. Déjà, la CPI était vomi par les Africains parce que c'est une cour pénale qui juge essentiellement les leaders des pays du Sud. On n'y a jamais vu un Américain, un Français, un Britannique, un Italien, un Belge. Pourtant, tous ces pays ont commis des crimes contre l'humanité et sont responsables de crimes de guerre, de fraîche date même. On n'a jamais vu un de leurs responsables là-bas. Donc, quand ils vont venir en Afrique du Sud, quand Poutine, président de la Russie, va venir en Afrique du Sud et va repartir sans être arrêté, l'Afrique tout entière va comprendre que la puissance est la condition de la respectabilité mondiale de l'Afrique. C'est une leçon que l'Afrique va tirer. Si nous ne construisons pas de puissance, ne nous étonnons pas que l'on ait du mépris pour notre leadership. Un leadership qui est à la tête d'une puissance ne peut pas être maltraité par le droit international contrôlé par l'Occident. Lorsque un leadership est appuyé par une puissance, appuyé sur une puissance, eh bien, toute la littérature hégémonique occidentale est transformée en chiffon de papier. Ça, c'est le premier point. Maintenant, rentrons dans les matières des BRICS. De quoi va-t-il être question là-bas? Nous devons être attentifs à l'accélération de la dynamique des échanges directs entre les pays des BRICS. Et j'espère que vous savez que maintenant, le bloc BRICS rassemble pratiquement 20 à 25 pays. Il y a 3 cercles dans le bloc BRICS. Les sympathisants. Ça, c'est le cercle le plus large. Et les sympathisants, c'est l'écrasante majorité de la population de la Terre. Deuxième cercle, un peu moins large. Les pays qui sont dans l'alliance avec les BRICS, comme aujourd'hui le Burkina Faso ou le Mali, ils sont déjà dans l'alliance avec les BRICS. Donc, ils ont des relations économiques privilégiées avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ça, c'est le deuxième cercle, les pays de l'Alliance. Et puis le troisième cercle, ce sont les membres permanents. Alors, on va voir les mouvements qu'il va y avoir entre ces 3 cercles de pays. Les pays sympathisants, les pays déjà membres de l'Alliance internationale des BRICS, et enfin les pays membres des BRICS. Voilà les trois niveaux, voilà les 3 cercles d'appartenance à cette organisation. Donc, ça sera le premier point d'observation. Est-ce qu'il va y avoir un mouvement de certains pays de la zone, pays sympathisants à la zone pays de l'Alliance? Est-ce qu'il va y avoir un mouvement, par exemple, c'est le cas de l'Algérie, de certains pays de la zone, pays de l'Alliance vers la zone, pays membres? Voilà ce qui va être regardé. Deuxième sujet. Lors des débats en Afrique du Sud, la circulation des richesses, c'est-à-dire la dédollarisation, la circulation des richesses entre les pays membres des BRICS en monnaie nationale. C'est un sujet d'extrême importance. On va être attentif aux décisions qui vont être prises par les pays sympathisants, les pays membres de l'Alliance, les pays de l'Alliance des BRICS et les pays membres permanents des BRICS. On va voir les nouvelles solutions qu'ils vont proposer pour la circulation des capitaux, la circulation des biens et services dans leur ensemble. Et ici, il faut souligner que le sommet des BRICS se tient alors que l'Afrique, en cette année 2023, avec le leadership notamment du président William Ruto du Kenya, a accompli un pas de géant. Un pas de géant a été accompli
sur le plan monétaire par une dizaine de pays africains, c'est la création du système PAPSS, le système PAPS. Le système PAPS, c'est un système d'échange de biens et services en monnaie nationale africaine qui a été mis en place entre 9 pays pour le moment. Le seul pays d'Afrique d'expression francophone, ancienne colonie française, qui soit membre du système PAPS, donc un système de paiement direct en monnaie nationale. Le seul pays, il y en a 2 exactement, c'est la Guinée-Conakry et Djibouti. Alors, mais cette initiative qui existe déjà, donc ce système bancaire de paiement interafricain qui se fait sans passer par le dollar, ni passer par le yuan, ni passer par l'euro, qui se fait par des négociations littéralement de gré à gré entre les banques nationales de chacun des pays membres du système PAPS, la question qui va se poser, c'est de savoir si ce système va s'élargir. Est-ce qu'on va voir à l'issue de ce sommet des BRICS un plus grand nombre de pays adhérer au système PAPS? Ce serait une bonne nouvelle. Il faut que nous observions ce sujet-là. Enfin, troisième sujet extrêmement important, la question sécuritaire. Est-ce que le sommet des BRICS qui va se tenir cette fois-ci va voir la Russie, la Chine, prendre des engagements sécuritaires beaucoup plus forts, des engagements de partenariat sécuritaire beaucoup plus forts avec les pays de l'alliance des BRICS ou les pays sympathisants des BRICS sur le continent africain? C'est le troisième sujet. Je note déjà avec intérêt le fait que la Guinée-Conakry, si je ne m'abuse, c'est la Guinée-Conakry, a sollicité l'expertise de la Russie pour construire une centrale nucléaire bientôt en Guinée-Conakry. Je crois ne pas m'abuser, c'est bien la Guinée-Conakry. Est-ce que, à l'occasion de ce sommet des BRICS, il va y avoir des projets forts permettant à l'Afrique, notamment, d'avancer dans la maîtrise de l'énergie nucléaire, dans la maîtrise de l'exploration spatiale? Ça, c'est un domaine extrêmement important. Est-ce que ce sommet va permettre à l'Afrique de renforcer sa recherche scientifique et technologique sur le continent? Voilà pour moi, également avec le cadran bien sûr militaire, voilà les 3 domaines dans lesquels il faut observer les choses. Le domaine diplomatique, le domaine de la coopération économique, notamment l'aide à l'autonomie financière, les échanges financiers directs dans le cadre de la dédollarisation. Troisième domaine, la coopération sécuritaire, stratégique et techno-scientifique. Voilà les 3 domaines dans lesquels nous allons observer de très près ce sommet. Et je le dis encore, si j'en ai l'opportunité, je me rendrai volontiers en Afrique du Sud pour participer en direct aux travaux. C'est avec beaucoup de plaisir, si j'en ai l'opportunité, que je me rendrai en Afrique du Sud pour participer comme observateur citoyen intellectuel au sommet des BRICS. Je suis encore dans les tractations pour que cela soit possible. Mes chers amis, voilà les nouvelles que je voulais partager avec chacune et chacun d'entre vous dans cette émission panoramique d'ouverture de la semaine de communication politique du 10 juillet 2023. Vous étiez plus de 5300 personnes en direct de cette émission, plus de 2140 sur Facebook, plus de 3100 sur YouTube. Je vous remercie, malgré les tentatives de nous interrompre, d'avoir amplement distribué ces pains spirituels de la liberté à toute l'Afrique. C'est donc une Afrique en lutte, une Afrique en éveil, c'est une Afrique en mouvement et en dynamisme multidimensionnel que nous observons en cette semaine. Et j'espère vous l'avoir restitué du mieux que je le pouvais à travers ces 4 dossiers. Soyez bénis. Je vous salue. Je vous salue à travers le continent et les diasporas. Un salut particulier à mon frère bien-aimé, Aston GPS, depuis les États-Unis.
Je veux aussi dire mes condoléances à mon jeune frère Ibrahim Soumaoro, qui a perdu son frère. Ibrahim Soumaoro, un militant de Génération et Peuple Solidaire de la Place de France, qui est un jeune frère à moi que j'aime beaucoup. Ibrahim, fraternelle solidarité, fraternelle condoléances, j'aurai l'occasion de te le dire de vive voix. Que la force de l'amour te permette de supporter la séparation de ton jeune frère. Et celle de la foi, bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci infiniment.